Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des clés de la rénovation aujourd'hui qu'on a décidé de dédier à la question des énergies renouvelables et plus particulièrement aux idées reçues qu'on peut se faire sur les énergies renouvelables qu'on entend ci et là dans les médias ou quelques lieux communs qui peuvent circuler. Et aujourd'hui, avec nos invités, que je remercie dès à présent de s'être joints à nous, on va essayer de déconstruire un peu certains a priori, certains lieux communs et d'expliciter et de détricoter toutes ces fausses idées qu'on peut se faire sur les énergies renouvelables. En guise d'introduction, une énergie renouvelable, c'est quoi? Les énergies renouvelables, c'est quoi? Alors très généralement, ce sont des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle de la vie humaine ou du temps humain. Voilà. Donc c'est une définition très générale et évidemment le déroulé de cette émission va vous expliciter un peu plus en détail quelles sont les différents types d'énergie renouvelables et comment elles se concrétisent, elles se matérialisent. Je vous présente nos invités aujourd'hui. Donc on reçoit Alexandra Lafont, qui est animatrice régionale de l'association Énergie Partagée Île-de-France. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Ziad Farhat, directeur de projet chez Auxilia Conseil. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Alexandra qui va se présenter. Bonjour à toutes et tous, donc Alexandra Lafont, je suis animatrice pour l'association Énergie Partagée en Île-de-France. Énergie Partagée, c'est une association qui existe au niveau national depuis 2010. Son but, c'est de promouvoir, d'accompagner et de financer les projets d'énergie renouvelable qui sont maîtrisés par les acteurs locaux et les citoyens. Parce que nous pensons et nous prônons un modèle de transition énergétique qui est vraiment maîtrisé par les acteurs locaux au service vraiment de leur territoire et de ce qu'ils souhaitent de leur territoire. Donc en ça, c'est aussi un projet démocratique et de gouvernance partagée de nos territoires autour de la question de l'énergie qu'on doit toutes et tous se réapproprier. Et je travaille plus particulièrement en Île-de-France pour essaimer ce modèle de l'énergie citoyenne en Île-de-France auprès des citoyens et des collectivités. Très bien, merci beaucoup Alexandra. Alors souvent on entend parler d'ENR citoyenne, donc ENR, énergie renouvelable, et donc c'est un peu institutionnellement ou dans les médias comme ça qu'on évoque aussi ce type de projet. Ziad, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, merci Julien, je suis ravi de pouvoir partager ce temps-là avec vous. Moi, je travaille chez Auxilia Conseil, donc on est une structure qui est spécialisée dans l'accompagnement des collectivités locales sur leurs enjeux de transition écologique. Et moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille essentiellement sur la question énergétique et climatique avec les collectivités. C'est des sujets qui sont à la fois techniques, mais qui relèvent aussi de l'accompagnement au changement auprès des élus et des équipes techniques des collectivités. Et ça amène forcément à travailler sur la question de la conviction et la capacité à rassurer aussi ces structures-là sur l'intérêt de s'engager dans la transition énergétique et dans les énergies renouvelables. Ce qui fait que ça m'arrive assez souvent de manier d'éventuelles idées reçues sur les énergies renouvelables pour les détricoter. Voilà. Très bien. Donc on a les bons invités à notre table aujourd'hui pour parler d'énergie renouvelable et justement déconstruire un peu certaines idées reçues. Alors avant de se lancer dans le cœur de notre émission, je vais poser la question à mes deux invités, d'abord Alexandra et puis Ziad. Pour vous, quelle serait votre définition personnelle de l'énergie renouvelable? Alexandra, je te laisse répondre à la question. Eh bien pour moi, les énergies renouvelables, déjà, ce sont des ressources naturelles à la base, le vent, le soleil, l'eau, la chaleur géologique, tout ça, ce sont des ressources qui existent naturellement et qui sont présentes plus ou moins sur nos territoires, dont il faut être à l'écoute. Et on peut en profiter pour produire de l'énergie, que ce soit de l'électricité, mais aussi de la chaleur. Et ça contribue à un modèle de développement qui est plus vertueux que celui qui repose sur les énergies fossiles. Pourquoi je parle d'énergies qui sont présentes sur nos territoires et d'être à l'écoute de nos territoires. Je vais vous présenter un petit objet qui est issu en fait d'une bande dessinée qui s'appelle Ma propre énergie, qui permet de se réapproprier les questions de l'énergie. Et là, vous voyez quelqu'un qui dit « Chez nous, il y a du vent ».
il faudrait en profiter, produire notre énergie à partir de ça, donc avec de l'énergie éolienne par exemple. Mais voilà, cette ressource n'est peut-être pas disponible partout. Donc, pas besoin de se poser la question de l'éolien là où il n'y a pas de vent. Par contre, là où il y en a, peut-être que c'est une bonne idée de courir après. D'accord, merci beaucoup. Ziad, je te laisse la parole pour ta définition personnelle des énergies renouvelables. Ouais, ça va être très complémentaire avec les propos d'Alexandra. Je vais peut-être pas partir sur une définition, mais plutôt une comparaison pour que ça puisse parler aussi. C'est quelque chose que j'utilise parfois en discutant avec des élus. Pour moi, les énergies renouvelables, c'est un peu comme si on parlait des produits du terroir ou des filières alimentaires locales. C'est des enjeux, c'est des ressources qui seraient pour lesquelles c'est totalement improbable de ne pas les valoriser. Les filières alimentaires locales, les circuits courts, etc. Sur la question de l'alimentation, pour un élu, pour des habitants, ce serait totalement stupide de faire venir des éléments de l'autre coin du monde quand on les a disponibles ici. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec l'énergie. C'est-à-dire qu'on est assis sur quelque chose qui est très local, qui est valorisable, et pour le moment, on ne le fait pas et on importe énormément d'énergie pour couvrir nos besoins. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments de définition personnelle et vos visions aussi de vos structures, j'imagine. On va rentrer maintenant dans le cœur de l'émission et on va commencer à dérouler nos questions et nos idées reçues autour des énergies renouvelables. Alors, une première question, et, qui est un peu une approche très globale, le 100% énergie renouvelable, c'est impossible. Alors, quand on parle de 100% énergie renouvelable, ce sont un peu des scénarios de transition qui projettent un avenir à plus ou moins long terme où toute l'énergie consommée serait issue des énergies renouvelables. Alors, est-ce que c'est possible ou impossible ? Je vais démarrer si ça vous va, Julien et Alexandra. Tout à fait. C'est vrai qu'on rentre tout de suite dans le dur, quoi. C'est une question qui pourrait être débattue pendant des heures parce que pour moi, elle vient poser des questions politiques, techniques, elle vient interroger notre modèle de société, notre modèle économique aussi, la manière dont on prend les décisions. Mais je vais quand même essayer une réponse assez concise. Ça fait déjà pas mal de temps que le scénario 100% renouvelable il est étudié par une association qui s'appelle Négawatt. Les travaux de cette association sont aujourd'hui en France les plus poussés en la matière. Et de leur analyse et de leur scénario, c'est effectivement possible d'atteindre les 100%. Ce travail-là a même conduit d'autres acteurs à faire des études complémentaires. Donc, l'ex-ADEME, l'Agence pour la transition écologique, a fait des scénarios sur le 100% électrique renouvelable ou le 100% biogaz à 2050, dans lequel, effectivement, selon les travaux de l'ADEME, ces scénarios sont plausibles. Aujourd'hui, des acteurs qui étaient assez éloignés des énergies renouvelables comme RTE, donc RTE, c'est le gestionnaire du réseau électrique français, et c'est des acteurs qui se disent prêts à accompagner finalement ce boom des électricités renouvelables et les intégrer dans les réseaux. On voit que dans différents pays européens, c'est des choses qui sont déjà des réalités. En Islande, au Norvège, on est sur du 100% électricité renouvelable. En revanche, si on va sur, par exemple, la question des carburants, les carburants fossiles, aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir substituer les carburants, le pétrole qu'on utilise, le diesel, etc., pour faire fonctionner nos modes de transport. Et c'est pour ça que dans le scénario Négawatt, et la réponse à cette question, c'est finalement ça dépend. C'est là que c'est super important, c'est de dire que on ne peut pas imaginer une énergie aussi puissante que le pétrole. Le pétrole, c'est au départ une bénédiction dont on est en train d'en faire une malédiction, parce que c'est une énergie qui a un pouvoir très très fort et qui est stockable et transportable assez facilement. On n'a pas beaucoup d'autres sources comme ça sur Terre. Et donc dans le scénario Négawatt, l'un des points importants, c'est de dire, avant même d'aller sur du 100% ENR, de se poser la question si les énergies renouvelables peuvent prendre la place à l'heure actuelle dans notre système énergétique, il y a un gros besoin, c'est celui de mieux maîtriser et d'avoir une meilleure efficacité énergétique. Et les renouvelables, elles ont leur sens quand on arrive à faire ça, c'est-à-dire quand on arrive à réduire énormément, drastiquement nos consommations d'énergie. Et pour moi, la maîtrise de l'énergie, là où elle est plus compliquée,
c'est qu'elle vient interroger tout simplement notre modèle, un modèle qui est basé sur la croissance, puisque là, il s'agit de décroître, de réduire notre intensité énergétique. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est politique et qui est compliqué. Mais d'après les scénarios, c'est possible à condition que dans le même temps, on réduise nos consommations énergétiques. Il me semble aussi, pour avoir parcouru évidemment le scénario négawatt, que justement dans cet effort de réduction de la consommation, on a une part qui est attribuée, comme tu viens de le dire, à l'efficacité. Et puis en fait, on a quand même une part majoritaire, quasiment, qui est attribuée à la sobriété. Oui. Est-ce que tu pourrais nous définir rapidement ce qu'on entend par sobriété et la différence qu'on fait avec efficacité? Ouais. C'était ce que je voulais dire quand je parlais de maîtrise de l'énergie, mais c'est vrai que tu as raison, le terme sobriété est le plus juste. Et la sobriété, c'est juste la réduction de notre intensité d'utilisation de l'énergie dans nos logements, non pas par une meilleure efficacité technologique ou de nos systèmes de chauffage, de notre éclairage, etc., mais plutôt par un usage plus sobre, c'est-à-dire en réduisant nos besoins énergétiques. Et pour ça, en matière de sobriété, il y a effectivement... Alexandra, tu pourras en dire deux mots, les gestes, les éco-gestes qu'on peut faire en tant que citoyen, mais il y a aussi toute une politique de rénovation des logements qui doit être mise en œuvre. Donc, on est aussi sur des actions qui sont éminemment collectives, on n'est pas que sur des gestes individuels. C'est aussi une meilleure organisation des systèmes de transport, le recours à des mobilités douces, etc. La sobriété, elle vient jouer là-dessus, en fait, sur la réduction de notre utilisation de l'énergie dans nos usages du quotidien. Oui, tout à fait. Pour compléter sur ce que dit Ziad, et justement, j'allais aborder la question de la sobriété, puisque ça fait vraiment partie du triptyque de Négawatt et qui rend possible le fait de passer au 100% énergie renouvelable. Clairement, il faut qu'on se pose la question de nos modes de vie, nos modes de consommation pour être plus résilients. Si on veut vraiment rester sur du 100% renouvelable, pour être moins dépendant de sources d'énergie qu'on doit importer de l'extérieur. Et la crise sanitaire Covid nous fait repenser vraiment la notion de résilience. Qu'est-ce qui se passe demain si un minuscule virus arrête comme ça toute la planète? Est-ce qu'on peut continuer décemment à importer notre énergie et comment faisons-nous pour continuer dans ce genre de conditions. Donc la sobriété, ça impose aussi de comprendre comment on produit l'énergie pour savoir à quel point il faut l'économiser et ne pas la gâcher, la gaspiller aussi dans des modes de consommation qui sont peut-être un peu futiles, dont on pourrait se dispenser. Donc sans pour autant retourner vivre dans des cavernes, s'éclairer à la bougie et devenir tous amiches. Clairement, nous avons besoin de repenser nos modes de vie pour savoir si le tout numérique, les gadgets informatiques, nos activités telles qu'elles sont, est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un super robot pour râper mes carottes, ou est-ce qu'on peut tous se mettre autour de la table et râper les carottes ensemble? Est-ce que c'est pas plus convivial pour préparer le dîner ensemble? Voilà, il y a des choses un peu à repenser et c'est un sujet dont les citoyens sont assez convaincus et notamment les citoyens que je peux accompagner qui souhaitent produire de l'énergie renouvelable en utilisant les ressources qu'ils ont. Typiquement, en milieu urbain dense, on a des toitures sur lesquelles on peut mettre des panneaux photovoltaïques. Les toitures des écoles, notamment, c'est particulièrement propice. Mais il ne faut pas que ces actes politiques de production d'énergie renouvelable aillent tout seuls. Il faut les accompagner aussi d'actions pédagogiques sur ce que c'est que produire l'énergie et sur ce que c'est qu'économiser l'énergie pour avoir moins besoin d'énergie demain. Tout à fait. Merci pour vos réponses. Je compléterai très rapidement, enfin compléter, en tout cas j'abonderai vos réponses en juste précisant qu'on parlait de 100% ENR. Alors souvent on entend parler de mixte énergétique. Et tout à l'heure, Ziad, tu faisais référence à un scénario de l'ADEME, de l'Agence pour la transition écologique, qui parlait de 100% du mixte électrique. Donc c'est vrai que c'est important de distinguer un mixte énergétique global, mixte électrique. Mais justement, quand on parle de 100% énergie globale, ce qui est le cas du scénario Négawatt, ça veut dire qu'on recouvre toutes les dimensions sociales et tous les usages. La mobilité, l'alimentation, l'agriculture, voilà, exact, et le logement évidemment. Et donc ça pose la question du rapport de l'individu au collectif, des évolutions des usages, des pratiques, des aménagements. Et encore récemment, j'ai essayé de faire la mesure de mon bilan carbone personnellement.
Si on veut rentrer dans les accords de Paris, par exemple, il faut qu'on soit à 2 tonnes par individu par an d'émissions de CO2. En moyenne, en France, on est à 11 tonnes par individu aujourd'hui. Moi, je suis à 5 tonnes. Pourtant, j'avais l'impression de faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est toujours intéressant de voir le niveau individuel et aussi ce que l'individu peut ou ne peut pas faire. Mais il y a des documents qui sont dédiés à ça et on vous les partagera sur le site de l'émission. Deuxième idée reçue. Alors attention, préparez vos buzzers. Les ENR, c'est le nouveau moyen pour les grands groupes de faire de l'argent parce que ça n'est fléché que vers des gros projets industriels. Qui prend la réponse? Alexandra. Je prends la main, Julien, non pas le Perse. Mais, ça devait arriver. Ça devait arriver, hein, tu as parlé de buzzer. Donc, ça arrive assez tôt. Le but, c'est que ce ne soit pas ça, les énergies renouvelables. Le but, c'est que ce ne soit pas un nouvel avatar de la société de consommation, les moyens pour des grands groupes de se faire de l'argent. Le but, c'est que l'énergie renouvelable, on puisse en faire quelque chose pour nos territoires et que ça puisse servir nos territoires, que vraiment la manne économique que ça représente en termes de création d'emplois, de création d'activités économiques, ça revienne à nos territoires. Il est vrai que dans le modèle classique de développement des énergies renouvelables, on peut avoir de plus en plus de grosses entreprises qui se mettent à développer des grands parcs solaires au sol, des grands parcs éoliens qui sont très rentables et ça sert à rémunérer des actionnaires qui sont très loin des territoires. Évidemment, ce n'est pas le modèle de développement qu'on souhaite pour l'énergie renouvelable demain. Et c'est ce que promeut Énergie Partagée, justement, c'est que les projets soient maîtrisés par les acteurs locaux pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils vont faire de ces projets et qu'en détenant une part du capital, une part de la gouvernance des projets, ce soit vraiment les acteurs locaux qui reçoivent aussi une partie des recettes des projets. Et une étude économique qu'on a pu faire avec l'ADEME l'année dernière a montré justement que des projets maîtrisés par les acteurs locaux et citoyens rapportent plus de 2 à 3 fois exactement en recettes économiques locales au territoire. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que les acteurs locaux, de fait, vont vouloir favoriser des matériels les plus locaux possibles pour une cohérence écologique, vont vouloir favoriser des entreprises locales pour créer de l'emploi dans le tissu économique. Et tout simplement, l'argent qui a été investi de la poche des collectivités et des citoyens va revenir au niveau local et les collectivités vont pouvoir réinvestir cet argent dans des projets locaux. Donc, on a une boucle qui est tout à fait vertueuse. Et de même, les citoyens vont dépenser leurs petits dividendes chez le fleuriste du coin, chez le boucher, dans l'économie locale, tout simplement. Donc, on comprend effectivement qu'il y a deux propositions schématiquement qui sont face à nous, des grandes propositions avec de gros acteurs qui souvent aussi se heurtent à l'acceptabilité sociale sur les territoires des populations, notamment parce que ça n'a pas été construit avec ces populations. Peut-être, Ziad, tu voulais intervenir là-dessus? En fait, totalement compléter ton propos, Julien, et celui d'Alexandra, c'est quand même deux mondes qui sont poreux, qui ne sont pas imperméables totalement. Le CLER travaille depuis, le réseau pour la transition énergétique travaille depuis 1980 sur les enjeux d'énergie renouvelable. Moi, ça fait 10 ans que j'apporte ma modeste pierre à l'édifice. Et en 10 ans, j'ai vraiment vu la chose changer dans la vision politique qu'on a des énergies. Les élus étaient vraiment très très loin de la production énergétique renouvelable il y a 10 ans et aujourd'hui c'est quelque chose qui c'est quasiment impossible de ne pas se poser la question de comment justement se réapproprier ces ressources renouvelables locales. Et il y a de plus en plus de collectivités avec des groupes de citoyens effectivement qui souhaitent monter des sociétés de projets pour investir eux-mêmes dans le développement des énergies renouvelables. Et ça, les développeurs, donc c'est-à-dire les acteurs classiques du développement des énergies renouvelables, il y en a une partie qui fait face et qui se dit, on voit bien que nos projets, quand ils sont faits totalement hors sol, ils ont nettement moins de chances d'être acceptés. Parce qu'en fait, il faut quand même avoir en tête que ce sont des outils de production d'énergie renouvelable, ça peut être des outils industriels et qui donc peuvent venir avec un certain lot de nuisances si elles ne sont pas anticipées. Et c'est beaucoup plus simple de les anticiper, de les réduire et de les construire quand on a un ancrage local, quand on travaille avec les élus, les citoyens, plutôt qu'un développement un peu anarchique laissé dans les mains du privé. Et est-ce que très concrètement, si on prend l'exemple d'un développement d'énergie plutôt un projet qui émerge du territoire, donc
porté par une collectivité ou un collectif citoyen avec sa collectivité. Est-ce qu'il y a des propositions ou des acteurs sur la solution technique qui sont à des échelles peut-être pas nationales ou internationales et qui sont des acteurs plus locaux? Est-ce que ça existe? Oui, tout à fait. Nous travaillons en Île-de-France avec des bureaux d'études franciliens, des installateurs en Île-de-France. C'est tout à fait possible et c'est vers ça qu'on tend, en C'est la fait. logique justement de remettre de la valeur, de laisser la valeur sur le territoire et de créer comme ça une circularité économique. Ziad, tu voulais rajouter un point? Oui, il y a des acteurs, par exemple sur la méthanisation ou l'éolien, on retrouve des acteurs de la filière industrielle sur tous les territoires, mais c'est vrai que quand on fait du développement, c'est difficile d'être un développeur régional, quoi. On travaille son modèle économique à l'échelle plutôt nationale, quoi, à minima. Et aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de développeurs qui se disent, ben, moi, je ne peux plus développer de projets en faisant fi des collectivités et des citoyens, et donc même des développeurs nationaux travaillent de plus en plus avec les collectivités locales pour monter des projets un peu plus intelligents. Voilà. Je travaillais avec le Grand Poitiers. Autour de la table, il y avait des développeurs qui avaient la volonté de se dire comment nous, on s'inscrit dans le schéma que veut développer la collectivité. Donc voilà, je ne veux pas non plus qu'on caricature les deux mondes. Il y a aussi, comme je disais, une porosité et de plus en plus des personnes qui se posent des questions intéressantes, je trouve. Oui, tout à fait. Donc c'est intéressant de recadrer un peu ma vision schématique. Effectivement, on n'est pas tant sur des logiques de taille d'acteurs ou d'échelle, de périmètre d'action de ces acteurs, mais plutôt de démarche et de posture par rapport aux projets sur lesquels ils s'inscrivent. Exactement. Ok, Exactement. très bien. Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise. La troisième question maintenant, la troisième idée reçue, l'énergie, c'est trop compliqué. En fait, il faut laisser ça aux ingénieurs parce qu'on ne peut pas s'en saisir, nous, citoyens lambda. Qui prend la réponse sur cette question? Alexandra, peut-être? Je prends la main. Clairement, non, il ne faut pas que ce soit une question que d'ingénieurs. C'est une question démocratique, l'énergie. C'est une question qui nous concerne toutes et tous. On a notre mot à dire, en fait. De plus en plus, les citoyens veulent avoir leur mot à dire pour ce qui concerne leur vie et l'énergie, elle est partout. Mais pour le coup, ça reste un sujet complexe qu'il faut pouvoir vulgariser, qu'il faut pouvoir se réapproprier. C'est d'ailleurs pour ça qu'Énergie Partagée essaie de diffuser tout un tas d'outils pour le grand public. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site de Ma Propre Énergie qui retrace un peu l'histoire de l'énergie et comment est-ce qu'elle évolue et quelle énergie on peut vouloir pour le monde de demain. Il faut se réapproprier ces questions, être en mesure de comprendre ce que c'est que produire de l'énergie pour ensuite dire à nos politiques ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas pour le modèle de demain parce que c'est des grands choix politiques à prendre. Mais voilà, il faut remettre un peu de démocratie dans tout ça. En tout cas, moi, je peux vous témoigner du fait que j'ai plein de citoyens qui n'y connaissent rien a priori, qui sont du monde de la communication, qui sont du monde de l'éducation, qui débarquent complètement dans la question de l'énergie, mais qui s'y intéressent parce qu'un jour, ils ont entendu parler de transition énergétique et qu'ils ont un petit peu creusé la question et qui, aujourd'hui, viennent aux réunions se former avec Énergie Partagée pour faire des installations sur le toit de l'école ou le toit de la Biocoop d'à côté, sans rien y connaître. Et je vous assure que c'est vraiment une question technique. Il y a plein de choses en termes de technique, des modules photovoltaïques, de l'installation, des travaux, de la réglementation, des assurances, etc. Oui, c'est complexe, mais c'est aussi intéressant de pouvoir se poser ces questions-là et d'être en mesure de choisir demain. Ziad, une réaction, un point de vue là-dessus? Alexandra, son approche, je la trouve totalement pertinente. C'est un sujet qui est technique, mais c'est d'abord un sujet de société et on en a plein d'autres des sujets comme ça. La santé pourrait être traitée sous l'angle seulement technique, le travail, les transports, l'agriculture, alors qu'en fait, c'est aussi comment est-ce que nous, on veut se déplacer, comment est-ce qu'on veut se soigner, qu'est-ce qu'on veut manger demain. Et l'énergie, c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on veut vivre, c'est un peu le moteur de notre société. Et d'un point de vue technique, dans les années 70, quand on a développé le tout nucléaire sur l'électrique, j'imagine que à l'époque, on aurait pu se dire techniquement, c'est impossible. Je veux dire, on pouvait se dire, franchement, c'est un défi industriel absolument impossible. Et pour autant, on l'a fait.
Aujourd'hui, pour moi, on est face à un défi qui est un peu similaire sur la question de la transition énergétique. Et si on se donne les moyens, on est capable de le réussir. Et tu le disais, Alexandra, il y a de plus en plus d'élus, d'habitants, d'associations qui se ressaisissent du sujet. Personnellement, à titre bénévole, je m'implique dans la coopérative régionale des Pays de la Loire qui est Enercop, un fournisseur d'électricité renouvelable. Et puis j'ai été moi-même un citoyen d'un projet de photovoltaïque sur toiture. Et dans le groupe, il y avait forcément des gens intéressés par l'énergie, mais il y avait aussi des gens qui se disaient bah, « Attends, je trouve ça intéressant comme projet, pourquoi moi, j'en ferais pas partie ?» Et dans ces personnes-là, il y avait des comptables, des profs, des gens qui étaient très éloignés du monde de l'énergie au départ, mais qui ont apporté des compétences super intéressantes au projet. En matière de diffusion, de vulgarisation des propos et puis de modèle économique. Quand il s'agissait de construire le modèle économique de la centrale citoyenne, moi j'étais complètement largué et qu'il y ait des comptables parmi nous, ça a été super important. Et donc je trouve qu'on a besoin en fait de toutes les corps de compétences qu'on peut trouver dans la société sur ce sujet de l'énergie. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Ziad, et c'est là qu'on voit aussi la force de l'intelligence collective. Les compétences, on les a tous et toutes, mais de manière dispersée. Si on se met ensemble, on peut arriver à comprendre ce monde complexe de l'énergie et à y travailler ensemble. Et puis aussi, il est tout à fait envisageable de saisir les enjeux sans pour autant être un technicien. Les enjeux politiques et les enjeux quasi sociétaux, on va dire, sans être un technicien ou un expert. Très bien, on va passer à la question suivante. J'accélère un peu le rythme de notre question-réponse pour ne pas qu'on décroche sur le timing qu'on s'est prévu. La quatrième proposition, la quatrième idée reçue, le nucléaire est une énergie renouvelable, bien sûr. Qui prend la réponse? Je vais prendre la main, Alexandra, si ça te va. Vas-y. Aujourd'hui, les centrales nucléaires, elles fonctionnent sur le principe de la fission, principalement. Et la fission, elle a besoin d'un combustible qui s'appelle l'uranium. Et l'uranium, il se forme uniquement au cœur de ce qu'on appelle les supernovas. L'uranium, il est présent en quantité relativement abondante sur Terre. Il y en a plus que de l'or, par exemple. Pour autant, il est difficile dans son exploitation parce qu'il est faiblement concentré. Et son exploitation, elle génère des problèmes environnementaux assez importants et puis des problèmes aussi géopolitiques. On a pu le voir au Niger, au Mali. C'est une exploitation compliquée avec les acteurs locaux et ça n'est pas une ressource renouvelable. Elle ne se renouvelle pas au rythme que tu évoquais, Julien, comme le vent ou le soleil. Et puis, simplement pour dire un petit mot en complément, c'est qu'on parle souvent d'indépendance nationale, d'indépendance énergétique nationale avec le nucléaire. Il faut préciser que oui, le nucléaire couvre une bonne partie de nos besoins électriques, environ 75 à 80% de nos besoins électriques. Mais si on rapporte ça à toute l'énergie, c'est-à-dire la chaleur, le carburant et l'électricité, il représente à peine 20% de la couverture de nos besoins. Donc, on ne peut pas dire qu'il participe majoritairement à l'indépendance énergétique nationale. Ça, c'est important de le rappeler encore une fois, puisqu'on peut, quand on n'est justement pas un spécialiste, s'y perdre un peu entre le mix énergétique, le mix électrique. Donc, sur le mix électrique, en France, le nucléaire est largement majoritaire, 75 à 80%, mais sur la globalité de la consommation énergétique, il est extrêmement minoritaire finalement, il est plutôt autour de 20%. Et d'ailleurs, ça va guider nos propos tout au long de l'émission, Julien, mais c'est vrai qu'on est très centré sur l'électricité en France à cause de cette question nucléaire. Pour m'amuser, j'ai tapé part du nucléaire dans le mix énergétique français. Et en fait, sur les sites internet, on ne tombe que sur sa part dans l'électrique. On n'arrive pas à trouver facilement ce qu'il représente dans le mix énergétique complet. Oui, bien sûr, parce que c'est intéressant. Ce serait justement un aveu du fait qu'il n'est pas majoritaire et qu'il faut repenser quand même un peu sa place dans le mixte global. Juste pour vraiment répondre à cette question de la renouvelabilité de l'énergie, donc tu disais fission égale uranium égale supernova. Donc une supernova, c'est une étoile qui s'est éteinte, qui s'est contractée. Bon, bref, donc oui, c'est renouvelable, mais en fait, pas vraiment à notre échelle. Donc, voilà. Et, le pétrole pourrait être renouvelable, c'est ça. Mais sauf qu'il lui faut des millions d'années pour se renouveler. Donc, à nos échelles de temps, ça ne marche pas trop. Ok. À moins que tu aies des éléments de complément, Alexandra, on peut passer… Rien à ajouter. C'est vrai que c'était quand même assez clair comme réponse. Le nucléaire n'est évidemment pas une énergie renouvelable. La cinquième proposition concerne le coût des énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables coûtent cher, peut-être trop cher à la France, qui n'a pas les moyens de les développer. Alexandra, un élément de réponse là-dessus, peut-être?
Moi, je dirais que c'est faux. Les énergies renouvelables prouvent de plus en plus qu'elles sont compétitives en termes de modèle économique, d'autant plus par rapport au nucléaire, dont le prix de construction des centrales ne fait qu'augmenter, puisqu'il faut revoir les standards de sécurité et c'est souhaitable, en fait, qu'il y ait des standards de sécurité pour construire de telles installations. On entend aussi beaucoup que les énergies renouvelables sont peut-être trop subventionnées. Là, pareil, posons-nous la question, le nucléaire est aussi très subventionné et peut-être que si on réattribuait une part de ce que l'on finance pour le nucléaire, sur la recherche, etc., pour la recherche sur les énergies renouvelables, pour les rendre encore plus compétitives et pour essayer de construire peut-être des alliances européennes pour avoir des champions industriels sur les énergies photovoltaïques, ce serait encore moins cher. Mais en tout cas, actuellement, oui, les énergies renouvelables deviennent de plus en plus compétitives. On a les moyens de les développer, surtout si on s'appuie sur du financement des collectivités, des levées de fonds citoyennes qui apportent encore des financements pour la transition énergétique. L'épargne, on en a toutes et tous sur nos comptes en banque. Si on en dépense 0,6%, on arrive déjà à faire un bon morceau de la transition énergétique. Et puis dernière chose, il faut aussi des dispositifs de soutien de l'État qui soient adaptés, et notamment pour qu'on ait des chances égales au nord comme au sud pour développer les filières. Et je pense notamment au photovoltaïque. En Île-de-France, je ne vous cache rien, on a moins de soleil que dans le sud de la France. Et donc, c'est plus compliqué de développer la filière du photovoltaïque. Il faut la soutenir un petit peu plus. Voilà. Donc, avec des dispositifs de soutien peut-être adaptables par région, ce serait d'autant plus efficace. Oui, au risque de se retrouver avec des territoires qui dépendent d'autres et de sortir de la logique aussi des énergies renouvelables et de la relocalisation finalement entre production et consommation. Oui, Et puis puis, recréer des inégalités entre les territoires. oui, et puis d'avoir aussi une contestation sociale, hein, parce qu'on aurait la moitié du pays qui serait truffé par exemple de panneaux photovoltaïques et l'autre pas. Il y a des éléments de complément là-dessus? Ben ouais, je pense que c'est important de s'y attarder un tout petit peu. Aujourd'hui, que ce soit l'énergie éolienne ou que ce soit le photovoltaïque sur les centrales au sol, elles ont atteint ce qu'on appelle la parité réseau. C'est-à-dire que c'est la situation dans laquelle le prix de ces électricités renouvelables, il est plus bas que celui du marché de détail de l'électricité. Donc aujourd'hui, on a un coût du mégawattheure sur ces installations qui est plus performant que celui du nucléaire. Si on parle de la compétitivité du bois énergie, par exemple, il dépend du prix du gaz et du pétrole. Donc, il va être compétitif quand le prix du gaz, par exemple, va être élevé. C'est vrai que là, récemment, le gaz a connu une baisse de son coût et du coup, le bois est moins compétitif. Mais quand même, depuis 20 à 30 ans, ces énergies fossiles, elles sont constamment en train d'augmenter. Donc, ces énergies-là, elles vont, ou elles sont, ou elles vont devenir compétitives. Et on aura les moyens de les développer parce que le marché aussi le permettra. Maintenant, les mécanismes de soutien, ils sont super importants. On a soutenu le développement du nucléaire pendant des décennies, c'est encore le cas. Il faut savoir quand même, pour avoir en tête, que le photovoltaïque, les dispositifs de soutien, il a été divisé par 5 en 10 ans. C'est-à-dire qu'il est passé de 500 € à peu près du mégawattheure à 90 € en moyenne en France. Donc déjà, cette énergie, elle est en train de se rapprocher aussi de la compétitivité du marché. Aujourd'hui, dire que les énergies renouvelables sont chères et qu'on n'a pas les moyens, c'est vraiment que partiellement vrai. Très bien. Donc là, on a vu qu'il y avait aussi des éléments, quand on parle de coûts, on parle forcément de marché dans une société marchande, dans une économie marchande. Donc il y a des éléments aussi à prendre en considération. Évidemment, les subventions, et ça c'est assez difficile de savoir ce qu'on peut considérer comme étant une subvention directe ou indirecte à telle ou telle énergie, nucléaire compris, ENR. Mais c'est vrai qu'on parle souvent beaucoup plus des énergies renouvelables, étrangement. Et puis, il y a des questions de volatilité des prix qui dépendent en fait du rapport de la demande et de l'offre. Et donc, quand on a une situation comme la pandémie, forcément, ça bouleverse complètement les équilibres de marché. Mais d'ailleurs, Julien, des acteurs comme Enercop et Énergie Partagée essayent aujourd'hui de sortir des logiques de marché en signant ce qu'on appelle des contrats PPA, c'est-à-dire des contrats de gré à gré, dans lesquels on contractualiserait directement avec le producteur d'énergie. L'idée étant qu'on soit un peu comme sur l'agriculture biologique, on fixe un prix
d'achat du kilowattheure qui est stable pendant 20 à 30 ans et qui nous permet de sortir des logiques de marché justement et des fluctuations que tu évoquais. Donc, il y a des acteurs aujourd'hui qui essayent de sortir de ces mécanismes parce qu'effectivement, on se rend compte qu'ils ne sont pas tenables. D'accord, donc des logiques, des sortes d'AMAP de l'énergie avec une logique de pair à pair où on a un lien direct entre de la production et de la consommation et de la lisibilité, de la visibilité sur l'avenir. C'est pas facile, mais c'est passionnant. Oui, et puis il y a des filières énergétiques qui s'y prêtent particulièrement bien, notamment la géothermie, où en fait il s'agit de comment est-ce qu'on calcule le prix de l'énergie de la géothermie, tout simplement en prenant le total d'investissement pour la réalisation des forages, des réseaux de chaleur, etc. et en le divisant par le nombre d'années d'utilisation et le nombre d'utilisateurs. Donc à partir de là, on a un prix qui est fixe pour un certain nombre d'années, plus de 30 ans. Et ça permet aussi de maîtriser les coûts de l'énergie sur un territoire. Oui. Effectivement. Après, c'est vrai qu'en termes de visibilité, la géothermie, ça s'y prête bien, puisqu'a priori, c'est quand même la moins fluctuante, ou la moins intermittente, pardon, des énergies renouvelables. La moins variable. La moins variable. Mais on en parlera dans une autre idée reçue, je pense. Tout à fait, c'est ça. Je ne peux pas griller les étapes. Notre sixième question, et on avance toujours. Les énergies renouvelables sont intermittentes. Donc, le mot est lâché, intermittente. Et on ne peut pas prévoir la production d'électricité au-delà de quelques jours. Si par exemple on a des jours sans vent, sans soleil, on fait quoi? On s'éclaire à la bougie? Non. On ne s'éclaire pas à la bougie parce que les énergies renouvelables ne sont pas intermittentes, elles sont variables. La production varie, il y en a plus ou moins en fonction des jours, en fonction des territoires. Mais ça, on peut complètement le prévoir. On a de plus en plus d'outils pour ce faire. On peut programmer tout ça, on peut piloter tout ça. Et d'ailleurs, voilà, tout ça est très bien prévu par nos gestionnaires de réseau pour le transport, donc RTE, pour les réseaux de distribution Enedis, tout ça est tout à fait pilotable. Donc voilà, il faut pas se focaliser là-dessus et il faut aussi penser qu'on a cette solidarité du réseau qui fait que si dans le sud il n'y a pas de soleil, peut-être que dans le nord il y a du vent et du coup on peut quand même continuer à produire de l'énergie et continuer à vivre. Donc, est-ce que toutes les ENR sont variables ou pas? Est-ce qu'il y en a qu'on peut... Par exemple, je me fais l'avocat du diable, mais par exemple, le photovoltaïque, est-ce qu'on peut considérer qu'il est variable? Il est aussi intermittent. Il y a des énergies plus ou moins variables. On parlait de la géothermie à l'instant. Effectivement, la géothermie, la chaleur de la Terre varie quand même moins. Peut-être au bout de quelques dizaines d'années d'utilisation d'un forage, on peut avoir des pertes de température, mais la géothermie, ça reste quand même assez stable. Et puis, pour répondre à la question de la variabilité, il faut aussi continuer à investir dans la recherche, notamment pour le stockage de l'énergie. Il y a des travaux qui ont été faits et qui ont été aussi appliqués en Allemagne autour de la création de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, ce qu'on appelle le power to gas to power. On a de l'énergie créée par l'éolien, par exemple, qui va nous permettre de produire de l'hydrogène, qui va permettre de stocker en partie l'énergie. Et puis, le jour où le vent ne tourne plus, on peut réutiliser cet hydrogène pour être réinjecté dans le réseau ou dans une pile à combustible pour les transports. On peut en faire autre chose. Et donc, du coup, ces capacités de stockage sont assez intéressantes et c'est des chantiers sur lesquels il faut continuer à travailler. Ziad, ton point de vue là-dessus, peut-être? C'est vrai qu'il faut vraiment parler de variabilité. C'est pas nous qui le disons, c'est vraiment le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, qui le dit. C'est une variabilité et une complémentarité des énergies renouvelables. On mettra un lien vers un article où RTE explique comment, justement, aujourd'hui, ils se sentent totalement prêts à accueillir plus de renouvelables sur le réseau, alors qu'au départ, c'est un réseau qui a été plutôt tissé autour de l'industrie nucléaire, autour de la production électrique nucléaire. C'est important d'avoir en tête cette notion de complémentarité, je pense, entre les différentes énergies renouvelables, et notamment électriques. Et puis, il faut aussi avoir un terme que demain, on pourra peut-être aussi mieux piloter notre consommation énergétique. C'est-à-dire qu'un industriel qui aurait des besoins de consommation électrique à un instant T, il pourrait peut-être les dédier d'1 ou 2 heures pour être mieux en phase avec un pic de production électrique, pour éviter justement de tirer sur le réseau au moment où il y a peu de production électrique.
Et peut-être le dernier point que je voudrais mentionner, c'est intéressant d'écouter par exemple les développeurs éoliens sur ce sujet. Les développeurs éoliens, c'est des gens qui construisent des business models sur leur combustible, c'est-à-dire la capacité du vent à fournir de l'électricité. Et eux, leur business model, leur plan de développement économique, ils le basent sur une année. Et sur une année, ils sont capables de prédire à peu près, à quelques jours près, le vent et la manière dont le vent va varier et à quel moment ils vont avoir de la production ou pas de production. Et en fait, c'est simple, eux, ils sont sur un modèle, c'est rentable, on y va, c'est pas rentable, on n'y va pas. Et cette rentabilité, elle est basée sur justement la capacité à produire de l'électricité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les développeurs, notamment éoliens, ils ne s'empêchent pas de faire des projets. D'accord. Donc on voit que ces enjeux de variabilité, de gestion de la variabilité des énergies renouvelables dans un mix énergétique, ça dessine en creux aussi des enjeux qui sont ceux de la solidarité des énergies entre elles, d'un réseau, la complémentarité, comme tu le disais, et puis le stockage, qui est quand même un enjeu essentiel sur le développement des énergies renouvelables. On passe à la 7e question, au 7e lieu commun. Les énergies renouvelables, ça ne crée pas d'emplois, ou alors pas beaucoup. Ça rejoint un peu des réponses qu'on a déjà amenées. Qui prend la réponse là-dessus? Si ça te va, Alexandra, je démarre, et puis tu compléteras ta vision des projets citoyens, puisqu'il y a aussi à en dire là-dessus, je pense. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'en France, il y a beaucoup de secteurs qui sont en plein boom, dans le secteur de la vie économique de notre territoire. Et pour le coup, au même titre que l'agriculture biologique, les énergies renouvelables, c'est un pourvoyeur, un accélérateur du nombre de créations d'emplois en France. En 2017, l'emploi et l'activité a augmenté de 10% liés aux énergies renouvelables. Ça veut dire 5 000 emplois créés en une année. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 500 000 emplois qui sont dédiés aux enjeux de production et d'exploitation des énergies renouvelables. C'est vrai que la production, la construction des outils de production d'énergie renouvelable n'est pas toujours française. On parle souvent du photovoltaïque, on a perdu la main, on a lâché la main industrielle, notamment au profit d'entreprises et du secteur chinois. Mais pour autant, on a des acteurs français qui savent construire des machines et surtout, tout ce qui relève ensuite de l'exploitation et de la maintenance des appareils de production d'énergie renouvelable, ça se passe dans les territoires, ça ne se passe pas ailleurs. On ne fait pas venir des gens de l'Europe de l'Est ou même d'autres territoires régionaux. Ce sont des acteurs qui sont très locaux en fait. Et donc, ça crée des emplois aussi qui restent sur les territoires. Et aujourd'hui, les élus, c'est un sujet sur lequel ils sont très sensibles quand même. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu disais, notamment sur l'industrie des énergies renouvelables, là où il y a eu un souci aussi en termes de soutien politique dans les années 2010, et on avait des entreprises en France et en Europe qui produisaient elles-mêmes leurs cellules photovoltaïques, par exemple, quand aujourd'hui, ces entreprises ont mis la clé sous la porte à cause des dérives du marché, et ces cellules photovoltaïques, on dépend de la Chine et de l'Asie du Sud-Est pour les produire. On continue d'assembler les panneaux en France, mais voilà, cette partie du panneau et c'est là qu'on a le plus de valeur ajoutée sur le panneau photovoltaïque, cette compétence-là, on l'a perdue, on l'a plus en France, on l'a plus en Europe, et ça, c'est un problème. C'est un problème en termes de gouvernance de notre production, et il faut se poser les questions de comment est-ce que politiquement on arrive à soutenir des entreprises pour faire ça, pour se réapproprier cette production-là où on a de la valeur ajoutée et qu'on a perdu. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, sur certaines filières, on va avoir quand même besoin de soutien politique, comme sur beaucoup de filières économiques au niveau régional, pour lancer la filière, commencer à créer des emplois, et après ça va forcément s'alimenter et être un cercle vertueux. Et puis je voulais vous donner un exemple sur un projet citoyen que je trouve particulièrement intéressant, qui est le premier parc éolien citoyen en France, celui de Bégaouët à Bégane en Bretagne. C'était un projet un peu fou où quelques Bretons sont partis à se dire on va monter un parc éolien parce qu'on a du vent ici et ce serait dommage de ne pas en profiter. Et puis ils ont réussi à animer leur territoire et à drainer 1 millier de personnes derrière eux, des structures comme l'ADEME, les collectivités qui les ont accompagnés.
Et au final, ce projet a émergé. Même un bureau d'études local s'est créé pour ensuite développer d'autres parcs éoliens sur le territoire. Et puis, surtout, grâce au projet, on a réussi à financer un demi-ETP du conseil Info-Énergie qui n'existe pas sur le territoire de Béguène, qui est un territoire assez rural. Il n'y a pas d'espace Info-Énergie, il n'y a pas de conseillers pour les collectivités, pour les particuliers, pour apprendre à maîtriser leur énergie et à produire leur énergie à partir de ce qu'ils ont localement. Et ça, on a réussi à l'avoir grâce à ce projet citoyen, et ça a forcément des conséquences très bénéfiques et multiples sur le territoire. Merci beaucoup pour cet exemple concret. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir toucher du doigt comme ça des exemples d'initiatives qui ont été menées sur les territoires. Un peu dans la continuité de cette question sur les retombées économiques, sur la création d'emplois. Là, vous avez évoqué des questions de filières industrielles, de filières métiers aussi. Une autre question, en fait, il y a un enjeu temporel aussi sur la transition. Donc, on a voilà, des objectifs et il faut qu'on les réalise d'ici 2030, d'ici 2040, d'ici 2050. En fait, changer tout un appareil industriel sur des délais aussi courts, ça semble impossible en fait, non? Qu'est-ce que tu en penses, Ziad? Ma réponse au départ, en y réfléchissant, c'est ça dépend. Mais j'ai envie de te poser la question de qu'est-ce que tu estimes court, Julien, tu vois, parce que si on parle de cycle, en fait, l'énergie est régie un peu par des cycles. En tout cas, en France, on a eu un cycle important. On va parler de l'après-guerre, à partir de l'après-guerre, parce que l'énergie remonte à plus loin. Et d'ailleurs, c'est très bien décrit dans la BD qui retrace cette histoire-là de l'énergie, de la BD dont parlait Alexandra, faite par Énergie Partagée. Mais après-guerre, il y a eu un effort massif pour convertir l'économie au pétrole notamment, grâce à l'utilisation du pétrole. On est passé dans une économie libérale de production intensive et le pétrole a joué un rôle assez fondamental. Et en 30 ans, en gros, l'intégralité de notre appareil productif est devenue dépendante du pétrole. Donc c'est en 30 ans que ça s'est fait, en moins même, puisque finalement, au bout de 30 ans, on était opérationnel. Et puis, il y a eu le choc pétrolier, et là, on s'est dit, on va réinvestir dans un nouveau cycle, et c'est celui du nucléaire. Et là, de la même manière, au bout de 30 ans, on avait un appareil nucléaire français qui était largement opérationnel. Et pour moi, on est dans ces délais qui sont assez proches aujourd'hui. On est dans un nouveau cycle qui s'opère, et c'est des choix politiques de se dire, est-ce qu'on met notre argent dans le renouvellement des centrales nucléaires, ou est-ce qu'on l'investit dans la transition énergétique, c'est-à-dire à la fois la maîtrise de l'énergie, le démantèlement des centrales et la production d'énergie renouvelable. Et c'est des choses qui se jouent en 30 ans et on est un petit peu au cœur de ce défi actuellement. Ouais, donc il y a des questions de planification aussi, donc de cycle industriel et de planification, mais aussi pour sortir du tropisme électrique. Tu parlais du nucléaire. Si on ramène ça au mix énergétique complet, finalement, on peut se dire, dans le même sens, est-ce que continuer de soutenir des industries comme l'aviation, comme l'automobile telle qu'elle est menée aujourd'hui, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est-ce que justement une planification et une projection aussi de ces cycles industriels n'amènerait pas à investir sur de nouveaux équipements, de nouvelles visions de ce que peuvent être ces... De nouveaux usages aussi, Julien. C'est-à-dire que est-ce que demain, on a vocation à tous avoir une voiture de manière individuelle? Enfin, pour moi, on ne peut pas promouvoir nationalement la transition énergétique et laisser faire le marché et offrir des vols à 30 € le week-end pour aller aux quatre coins de l'Europe. Pour moi, ça n'est pas compatible. Donc, il y a des choix politiques, effectivement, qui sont très forts. À la fois le soutien aux filières des énergies renouvelables, et ça, les acteurs le demandent. Ils ne demandent pas une aide absolument gargantuesque de l'État, ils demandent une vision. C'est-à-dire, nous, on veut savoir comment on peut se planifier à 30 ans notre développement pour accompagner justement des objectifs de production d'énergie renouvelable. Mais effectivement, ça implique aussi une planification plus forte et aussi économique du changement qu'il faut mettre autour des énergies renouvelables pour qu'elles aient du sens, comme on le disait au début, pour que la sobriété